parti. Ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. On a des gens en vrai ce matin, donc on va regarder là et là. Et bienvenue sur ce live. Donc on va parler réseaux sociaux ce matin. Se lancer et grandir sur les réseaux sociaux. On va essayer de couvrir un peu les deux pour que ceux qui démarrent ou ceux qui reprennent un compte ou une page un peu vintage s'y retrouvent. Et puis ceux qui sont déjà assez présents sur LinkedIn et Instagram, aient aussi la matière pour continuer à trouver de l'inspiration et à publier et à faire grandir leur compte. C'est un petit déj qui est assez complet, on a pas mal de choses à partager avec vous. Donc je vous propose qu'on démarre. De toute façon, on a une petite intro, ça va laisser le temps aux gens aussi de se connecter. Sinon, on va vous libérer à la bourre. Vous allez commencer votre journée en retard et vous allez en voir un concept image. Donc, on va attaquer direct. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Twitch, sachez que donc peut-être vous suivez le live en ayant cliqué juste sur le lien, vous êtes sur notre chaîne, vous n'avez pas eu besoin de vous créer un compte, c'est super, c'est simple. En revanche, si vous voulez interagir avec nous, utilisez le chat pour nous poser des questions, faire des commentaires. Là, il va falloir que vous ayez un compte, donc je vous invite à le créer. Honnêtement, c'est très simple, ça prend moins d'une minute et ça sera un petit peu plus sympa que d'être complètement séparé de nous derrière votre écran. Et puis vous qui êtes avec nous à l'agence et avec les chouquettes, n'hésitez pas aussi à intervenir, poser des questions, nous faire part de vos retours d'expérience. Super. Et donc, on va se présenter rapidement. Donc, et puis, je vais présenter l'agence juste après. Donc, moi, je suis Elisabeth. Je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Donc, je travaille et sur du développement commercial et sur des missions de conseil, du positionnement de marque, du rédactionnel, de l'animation d'ateliers notamment. Donc, je suis avec Emma ce matin. Oui, et moi c'est Emma, je suis chef de projet et je m'occupe aussi de la partie réseaux sociaux de l'agence. Voilà. Et aussi, tu portes certains projets réseaux Oui, sociaux pour nos clients. oui. Et pour vous présenter Concept Image, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, rapidement, donc on est une agence, on travaille sur 3 volets, du conseil, de la créa et du digital. Donc sur toute la partie conseil, ça va être de la stratégie digitale, de la stratégie éditoriale, du positionnement de marque, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aussi pour des gros projets numériques. Sur la partie créa, on fait pas mal de choses. On va travailler sur du nom de marque, du logo, de la charte graphique, de l'illustration, de la vidéo, tournage et motion design. On fait aussi un petit peu de photos. Dites si j'oublie des trucs. Et puis sur la partie digitale, on va travailler du site internet, du site e-commerce, des extranets, etc. Et en fait, on est aussi amené à travailler sur des projets de réseaux sociaux. Donc ça peut être pour des clients qui nous consultent uniquement sur la partie, je voudrais une stratégie éditoriale, je voudrais que vous m'accompagniez à avoir un petit peu une vision globale de quelle présence je vais développer sur les réseaux sociaux. Et puis on est aussi amené parfois à créer carrément des posts, des publications qui vont exister sur les réseaux sociaux, de la vidéo, ça peut être du carrousel, etc. Donc soit on va créer tous ces supports-là, soit on va créer des templates, des modèles qu'on va remettre à nos clients pour qu'eux aussi soient autonomes pour faire vivre leur réseau et leur communauté. Voilà un petit peu pour l'agence. Donc on est basé à Rennes. On travaille pas mal quand même en local et on fait que du sur-mesure. Donc, et tout ce qu'on fait, c'est en interne. Donc c'est produit ici à l'agence par de l'équipe. Donc on est 17 personnes voilà, basées ici. Suffit de parler de nous, on va démarrer. Ouais. Et on va regarder un petit peu, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le live. On va regarder un petit peu les chiffres avant de commencer, et surtout en France, même si on a des clients qui ont un périmètre plutôt international. On va déjà commencer par le territoire. 60% de la population utilise activement les réseaux sociaux. Ça fait quand même 38 millions de personnes. Ça fait un peu de monde. Et on y passe en moyenne 52 minutes par jour. C'est une moyenne, donc vous imaginez qu'il y a des gens qui passent 5 heures par jour dessus. Et peut-être vos enfants d'ailleurs, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la comparaison par rapport à l'année dernière. Il y a 7 minutes de plus par rapport à l'année dernière. C'est quand même beaucoup. Oui. Et bon, la tendance va en
en croissant là-dessus. Donc, vous avez des gens qui sont sur ces plateformes, donc vous avez des moyens de les capter. Donc, ça fait pas mal de monde. Est-ce que tu peux me passer avec eux? Ah ouais, je vais le faire comme ça. Pardon, on se cale. Ça fait pas mal de monde. Et si vous êtes au RH, au marketing, à la com, vous avez peut-être votre boss qui passe vous voir. C'est souvent, il passe le vendredi à 17h quand vous êtes prêt à partir en week-end. Bon, tu nous ferais bien les petits comptes, là, LinkedIn, Insta, là, t'en as pour 2 minutes, là, tu nous fais ça vite fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ah, il y a des gens qui nous disent, pardon, à distance, que vous n'entendez pas bien. Je vais m'approcher du micro. C'est bien la première fois qu'on me dit que je ne parle pas fort. Hein. Et je vais faire un effort. Est-ce que je veux bien que Maud, vous nous disiez si c'est mieux. Et puis les autres, si vous pouvez nous faire un retour aussi à distance pour nous dire si le son est correct. Ça va nous permettre d'ajuster si besoin. Donc voilà, votre boss passe à 17h, c'est mieux, nickel. Tu nous feras les petits comptes rapidement là. Et en fait, eh bien, c'est peut-être pas si simple que ça. Au-delà du fait qu'il passe le vendredi après-midi, vous savez peut-être que mettre en place une page, ça se fait pas forcément en 2 minutes. Ou alors, peut-être juste créer la page en rattachant des coordonnées, une adresse email, peut-être ça se fait rapidement. Mais derrière, vous n'avez pas envie de sortir une page qui est complètement vide ou qui est créée un peu à l'arrache. Cela dit, vous êtes quand même très motivé. Et vous vous dites, non, mais bon, ok, je vais prendre le temps de mettre en place mes comptes ou de les optimiser. Et derrière, ça va être génial parce que avec mes clients, mes prospects, mes candidats, tout est en place. On va faire plein de publications, on va créer une énorme communauté. Objectif, 1 lead par jour. Je sais pas. Ouais. Easy. Ils vont me venir juste des réseaux sociaux. Bon, alors quand vous voyez que votre nombre d'abonnés ne décolle peut-être pas tant que ça peut être un peu déprimant. Surtout quand on y a mis du temps, du cœur, de l'énergie. Et vous l'aurez compris, en fait, pour gérer les réseaux sociaux de votre entreprise, il va falloir, comme dirait Philippe Etchebest, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent Top Chef, il va falloir engager beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on a parfois un peu de l'extérieur l'image que c'est magique. En plus, sur les réseaux sociaux, voilà, beaucoup de créateurs de contenu vont renvoyer une image de succès, ça marche super, j'ai plein d'abonnés, je fais énormément de business grâce aux réseaux sociaux. Et quand vous vous lancez, ça mord pas tout de suite, forcément. Et ça peut être un petit peu frustrant. Et vous allez voir, c'est un vrai travail de fond. Et si vous tirez pas le jackpot immédiatement après avoir créé vos comptes ou réoptimisé vos comptes, accrochez-vous, ça va mettre un peu de temps. Et c'est normal. Alors, on voulait savoir, vous qui êtes avec nous ce matin, si vous utilisez des réseaux sociaux pour votre boîte et lesquels vous utilisez. Parce que c'est vrai qu'on a fait le choix de vous parler que de LinkedIn et d'Instagram. On va en parler juste après. Mais peut-être, ça nous intéresse de savoir ce que vous utilisez déjà. Peut-être vous pouvez nous dire. Je peux vous dire. Donc, nous, pour l'armée de terre en national, on est sur les principales plateformes. Hein, Ouais. donc, X, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram. Voilà. Ouais. Et nous, personnellement, en local, là, ici, en régional, on est principalement maintenant sur X. Voilà, et on autorise quelques-uns de nos collaborateurs à être sur Instagram. Ok, super. Je sais pas si vous entendiez bien parce qu'ils sont assez loin du micro, c'est intéressant. Donc on a une équipe de l'armée terre qui est avec nous ce matin. Ça, on a une énorme pression. Et mais ils ont l'air très sympas. Et visiblement vous êtes sur quasiment tous les réseaux sociaux au niveau national. Et après il y a une stratégie qui se décline en local avec LinkedIn, X et Instagram pour certains profils. Voilà. Et donc sur Twitch, on a pas mal de choses. LinkedIn, Facebook, Insta, certains quittent Twitter, c'est intéressant. Mis en veille à Twitter à cause d'Elon Musk par souci éthique. Intéressant. Il y a aussi des soucis d'instabilité. Nous, on a le souci avec des clients qui ont sur leur site des modules qui font remonter des fils Twitter avec des publications. Et les modules sont plus forcément maintenus avec les changements, etc. Donc, on a aussi des clients qui sont, au-delà du côté éthique, un peu frileux on ne sait pas ce que va devenir cette plateforme. Donc, ça pose des questions.
Alors. Donc, comme je vous le disais, on va se concentrer ce matin sur LinkedIn et Instagram. Pourquoi on a choisi de se concentrer uniquement sur ces 2 réseaux sociaux? Déjà parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces 2-là. Et en plus, c'est vrai que c'est 2 réseaux sociaux qui sont assez pertinents à travailler pour les entreprises, que ce soit en B2B ou en B2C. Et ils sont assez complémentaires, en fait. Beaucoup d'images sur Instagram. LinkedIn, c'est plus complet en termes de typologie de contenu, même si on va voir que l'image, elle est aussi très importante sur LinkedIn. Et vous n'allez pas forcément trouver les mêmes publics ou raconter la même chose sur les 2 réseaux sociaux. On va en parler juste après. Donc, c'est pas forcément du copier-coller sur les 2, mais ça peut être intéressant. Ça peut être assez complémentaire. Donc là, encore quelques chiffres. Puis après, on va arrêter avec les chiffres. Mais c'est quand même bien, je trouve, d'avoir des ordres de grandeur. Ça peut vous permettre de convaincre vos équipes, votre boîte, d'investir sur ces réseaux sociaux-là quand on voit aussi ce qui pèse. Je trouve que c'est intéressant. Donc LinkedIn, 27 millions d'utilisateurs en France. C'est la plateforme la plus utilisée par les entreprises. Donc vous avez 500 000 boîtes qui possèdent une page LinkedIn. Et en gros, 1 décideur sur 2 en B2B a consulté un contenu sur LinkedIn qui l'a mené à un achat. Donc, c'est pas immédiat. C'est pas j'ai vu une pub sur Instagram, je clique, j'achète. Enfin, ça arrive, ça s'appelle l'achat d'impulsion. Mais c'est pas toujours immédiat, mais ça veut dire quand même que LinkedIn va vraiment avoir une influence sur le choix d'un prestataire, sur le choix d'une entreprise dans le cadre du recrutement, sur un acte d'achat. Et puis Instagram, donc 26 millions d'utilisateurs mensuels actifs en France. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, en fait. Et 90% des profils suivent une entreprise ou une marque. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'on a parfois l'image de « oui, mais Instagram, je suis mes potes et puis des influenceuses, quoi ». Bon, qui sont des vendeuses. Mais les gens suivent aussi des marques. Et c'est pas juste la pub qu'ils vont recevoir sur LinkedIn de marques, ils sont carrément abonnés à des comptes de marques. Donc là aussi, on a des places à se faire. Et 200 millions de personnes consultent au moins un profil professionnel tous les jours. Donc c'est quand même pas à négliger et c'est pas juste pour rigoler. Instagram, il y a un vrai business, il y a une vraie place pour les entreprises. Alors, on vous propose de regarder 4 éléments différents ce matin. On va regarder comment optimiser les comptes à la création ou les réoptimiser si ça fait longtemps que vous n'avez pas mis le nez dans vos comptes. Parce que les choses évoluent aussi, les réseaux sociaux rajoutent parfois des catégories, des blocs, donc c'est bien aussi de se replonger dedans de temps en temps. Comment créer des posts efficaces et engageants. Comment s'organiser et tenir ses objectifs, pour tenir ses objectifs et rester régulier. Ça, franchement, je trouve que c'est un des points le plus difficile. Et puis, une partie vraiment très opérationnelle, outils. C'est bien comme ça, c'est très concret. Comment s'équiper de bons outils pour gagner en productivité aussi, parce qu'en fait, on peut très vite y passer un temps de dingue. C'est parti. Ok, donc on va commencer par la partie 1, qui sera donc optimiser ses comptes dès la création. D'abord, on va parler de LinkedIn. Donc optimiser son compte LinkedIn, c'est déjà le compléter au maximum, parce que si, d'après la plateforme, si vous le complétez justement tous les champs possibles, vous aurez 30% de vues en plus par semaine. Donc ça vaut le coup de vraiment bien... De faire le truc bien, Ouais, c'est de ça. façon bien De scolaire prendre le temps et de remplir tous les champs. C'est ça. Puis quand c'est fait une fois, après, c'est fait. Donc sur les possibilités, vous allez retrouver déjà votre nom en haut. Donc ce sera souvent le nom de votre entreprise. Une photo de profil, donc soit votre logo, soit une photo de vous, si jamais c'est un compte personnel et pas un compte d'entreprise. Une image de couverture aussi, juste au-dessus de la photo de profil. Et puis la présentation de votre entreprise, le lien de votre site, votre secteur, la taille de votre entreprise, vos coordonnées, adresse mail, téléphone et adresse pour la localisation aussi. Donc plein de petites informations sur vous pour vous présenter votre entreprise ou vous présenter vous-même si jamais si vous l'utilisez pour vous et pas pour votre entreprise. Ouais, et en complément, pour la photo de couverture, là, tu montres, Emma, un exemple en version ordi. Pensez bien à la version mobile. Qu'est-ce qui va se passer dans la version mobile ? En fait, le bandeau, qui est là très panoramique, il va venir se réduire et la photo, elle reste au-dessus. Ce qui veut dire que là, vous voyez, donc là, Decathlon, ils se mettent à fond sur les JO, en route pour 2024. C'est pas un hasard si le texte, il est sur la droite. Parce qu'en fait,
en mobile, quand le logo Decathlon va venir se mettre sur la barre qui va être beaucoup moins longue, ben, la photo, elle va venir se mettre sur le texte. Donc en fait, quand on travaille un bandeau, c'est pas genre, oh, j'ai trouvé une petite image. Bon, si vous mettez juste une image d'illustration, c'est très bien parce qu'en fait, c'est pas grave si le logo vient se mettre dessus. Par contre, si vous mettez une photo d'équipe et ça vient se mettre sur la moitié de vos collègues, bon, faut pas qu'ils soient susceptibles, quoi. Et si vous mettez un texte, bah, c'est dommage, il sera pas visible. Donc, planquez bien votre texte sur la droite et mettez plutôt un aplat de couleurs ou une photo d'ambiance derrière. Pour parler un petit peu plus de votre texte de présentation, en fait, quand vous allez arriver sur votre profil, on va pas pouvoir voir le texte en entier. Vous allez avoir 330 caractères de visibles, donc il va falloir les utiliser intelligemment, utiliser des bons mots-clés, être impactant pour donner envie de lire la suite et aux personnes de cliquer sur le petit voir plus pour voir le texte en entier. Donc, il faut qu'une personne qui ne vous connaît pas sache très rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Et ensuite, vous pouvez écrire le nombre de mots que vous voulez, il n'y a pas de limite de caractères. Faut juste penser à bien mettre des mots-clés pour votre référencement. Des mots-clés sur votre entreprise, sur votre activité, sur vous. Bien réfléchir à les caser un peu partout dans votre texte. Et puis c'est valable pour un compte LinkedIn d'entreprise comme pour une page personnelle. C'est pareil, c'est la même règle de les 330 caractères visibles qu'il faut bien optimiser avant de parler un peu plus en profondeur de vous et de votre entreprise. Et c'est vrai, pour compléter par rapport au lien avec les moteurs de recherche et notamment Google, vous l'avez peut-être expérimenté, vous faites une recherche sur Google par exemple, et parfois ce qui apparaît, c'est une page LinkedIn en fait, en résultat de recherche. Une page ou un article qui a été rédigé sur LinkedIn, on va en parler après. Donc c'est pas, faut pas négliger cette partie référencement. Les gens, ils n'arrivent pas sur vos contenus que quand ils sont déjà sur LinkedIn. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors, vous n'avez pas, pour les gens qui sont habitués au référencement naturel sur du web, vous n'avez pas des balises avec des H1, H2, etc. comme en web. Mais la logique de mots-clés et de rédaction de contenu, elle reste la même. J'ai une petite parenthèse, on a oublié de le dire au début, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce matin aussi. À l'issue du petit-déj, on vous envoie tous les slides avec aussi nos notes. Parce que comme les slides sont assez visuels et qu'on vous apporte parfois des petites précisions en plus, vous aurez tout dans les slides qu'on vous enverra. Et il y aura aussi le replay de disponible. Ouais, il est dispo tout de suite après sur Twitch. Donc vous pouvez regarder 2 fois ce matin. Les malades. Ensuite, on va parler un petit peu d'Instagram. Donc, comment est-ce qu'on rédige sa bio ? Déjà, il faut savoir que le moteur de recherche, il va remonter 2 informations. Donc, soit il remonte votre nom d'utilisateur, soit votre nom, le nom du compte. Donc là, par exemple, on avait testé avec TukTukMom. Si jamais je tape le TukTukMom, donc le nom du restaurant, je vais tomber directement sur la page du restaurant. Jusque-là, c'est assez logique. Mais si j'écris restaurant Rennes dans la barre de recherche, en fait, le restaurant, il va aussi remonter. Parce que dans leur nom, ils ont précisé que c'était un restaurant Rennes. Donc, ils arrivent à remonter de 2 manières différentes. Donc, on voit là sur leur bio, leur nom d'utilisateur, tout en haut, ça va être le nom du restaurant. Et ils ont écrit ensuite comme nom TukTukMom restaurant Rennes, je crois que c'est ça. Un peu petit, mais exactement. Je crois que c'est ce qu'ils ont écrit. Ah, t'as vu décline, Emma. Ouais. C'est vraiment écrit minuscule. Et donc, c'est ce qui leur permet de remonter de 2 manières différentes. Donc, vous pouvez personnaliser ces 2 champs. Il y a un nombre de caractères minimum. Donc, sur le nom, vous n'êtes pas obligé de faire des phrases. Vous pouvez mettre des slash ou des petites barres pour séparer vos mots et mettre des mots-clés. Et il faut faire attention aussi parce que vous ne pouvez pas le modifier n'importe quand. Une fois que vous l'avez modifié une fois, il y a un petit délai donc de 2 semaines pour pouvoir le remodifier. Et tu me donnais un exemple d'ailleurs qui était intéressant sur un festival qui avait voulu mettre un compte à rebours. Oui, ils avaient voulu mettre un compte à rebours et en fait ils avaient écrit J-10 et puis ils se sont rendus compte qu'en fait ils pouvaient pas mettre J-9, J-8. Du coup le J-10 est resté jusqu'au jour du festival. Donc faites gaffe à ça, voilà, quand on n'est pas prévenu, on peut se faire un peu avoir. Donc, le nom d'utilisateur, bien souvent, ça va être le nom de l'entreprise, en fait, tout simplement. Et après, pour votre nom, vous pouvez remettre votre nom d'entreprise, mais préciser aussi votre métier, votre activité, votre localisation,
où c'est justement des mots-clés que les personnes peuvent chercher sur Instagram. Ensuite, dans votre bio, tout comme LinkedIn, elle est hyper importante. Vous avez 150 caractères, donc il va falloir aller droit au but et bien se focaliser sur les idées clés. Vous pouvez répondre aux questions qui êtes-vous, où êtes-vous, que proposez-vous et comment vous contacter pour que les gens comprennent bien qui vous êtes. Et votre bio, elle doit être bien visuelle et agréable à lire. Donc par exemple, là, pour toujours sur Tuk Tuk Mom, eux, ils répondent à 3 questions. Donc c'est quoi la spécialité du restaurant, où est-ce qu'on peut trouver les plats et à quel moment. Et ils vont utiliser des emojis pour séparer les informations, ils vont mettre du gras, ils vont mettre de l'italique, ils vont sauter des lignes pour que ce soit aéré. Et donc ça fait une bio assez bien optimisée. Dans votre bio, vous pouvez aussi rajouter une photo de profil qui vous identifie bien, donc soit votre logo si vous utilisez sur LinkedIn, ou une photo de vous, un avatar en fonction de l'objectif de votre compte. Vos coordonnées, email, téléphone, adresse, la catégorie de votre entreprise et le lien de votre site. Sachant que avant on pouvait mettre qu'un seul lien sur Instagram, donc on était un peu forcé de choisir, ou alors on créait une landing page, ou alors on pouvait lister plein de liens. Maintenant on peut directement dans l'application mettre plusieurs liens. Donc si vous voulez, vous mettez votre site, une landing page, un autre réseau social, vous êtes assez libre sur Ou le lien vers une ça. campagne qui est Ouais. ponctuelle aussi, ça peut être intéressant. Alors maintenant, créer des posts efficaces et engageants. Et juste en complément, là, on a parlé un peu des champs un peu principaux. Je pense à LinkedIn, par exemple. Enfin, nous, quand on s'est remis sur l'optimisation des pages, que ce soit page entreprise et page perso, il y a énormément de champs qu'on peut remplir, au-delà de ces champs un peu principaux. Et pour parler de LinkedIn, plus ça va, plus il rajoute des infos. Vous allez pouvoir enrichir encore plus vos pages. Tout n'est pas obligatoire, donc commencez light, j'ai envie de dire. Essayez de bien remplir d'abord les champs qui sont obligatoires et derrière, au fil de l'eau, vous allez pouvoir rajouter des champs optionnels. Parce que ça peut faire un peu peur en se disant je me lance dans le truc, j'en ai pour une demi-heure et puis en fait 2h30 plus tard vous y êtes encore parce que l'image n'est pas rognée comme vous voulez et parce qu'en fait vous avez écrit un truc trop long, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Alors créer des posts efficaces et engageants, rien que ça, c'est un peu le rêve, hein. Donc avant de rédiger, bien sûr réfléchissez à votre stratégie, ne vous lancez pas sans vous préparer. De fait, si c'est ça que vous faites et que vous lancez bien en tête, il y a 2 options, hein. Soit vous avez une idée directe, vous postez un truc, et puis après, vous n'avez plus d'idée pendant 2 mois. C'était un peu le coup de peau, quoi. Soit vous avez l'angoisse de la page blanche. Tout simplement parce que si vous n'avez pas trop réfléchi à votre stratégie, c'est un petit peu dur d'avoir des idées. Alors, on reprend les bases. J'enfonce des portes ouvertes, mais je trouve que ça va toujours mieux en le disant. Et en fait, quand on est un peu à court d'idées, en se reposant ces questions-là et en reposant nous ces questions-là à nos clients, il y a tout de suite pas mal d'idées qui émergent. Donc, on revient à la base. Qui est notre cible et quels sont nos objectifs vis-à-vis de cette cible? Donc, à quoi vont servir nos posts et à qui on parle? Et ça, c'est vraiment hyper important parce que souvent, quand on se lance comme ça, on se dit on veut être visible, on veut que notre marque rayonne, on veut de l'engagement, etc. Essayons de reformuler la question en disant de quoi ont besoin mes cibles et comment moi, je peux répondre à leurs besoins. Alors, vous n'allez pas répondre à tous leurs besoins, mais c'est comment vous allez leur apporter de la valeur. Ça, c'est vraiment hyper important. Et un outil, le bon vieil outil qu'on utilise à chaque fois qu'on se pose cette question, ça peut être de créer des personas. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément cette méthode, en fait, c'est juste une façon de formaliser de la recherche qu'on a fait sur ces cibles. Donc, en gros, des personas, ce sont des personnages fictifs qui vont incarner votre cible. Donc, par exemple, vous allez essayer de... Votre cible, vous allez la découper en plusieurs types d'utilisateurs. C'est dur de ranger tous vos clients, tous vos prospects, tous vos futurs collaborateurs dans une seule case. Déjà, les mettre dans 5 cases, c'est pas facile. Donc, vous allez créer des profils et vous allez créer un petit peu comme leur fiche d'identité. Vous allez leur donner un nom, une photo, quel âge ils ont, où est-ce qu'ils habitent et c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs enjeux, dans quel contexte ils consultent votre contenu. Est-ce qu'ils font de la veille un peu permanente? Est-ce qu'ils ont des besoins très ponctuels à des moments assez précis
du cycle de vente ou pour le recrutement, certains vont être en veille un peu tout le temps. D'autres vont à un moment chercher et avoir une recherche assez condensée sur un moment précis. Certains vont consulter votre contenu en étant pressés, j'en sais rien. C'est à tout ça qu'on va pouvoir réfléchir. Et quelles sont leurs problématiques, quels vont être leurs freins et comment vous allez les aider à surmonter ces freins-là. Et vraiment, on va creuser toutes ces questions-là. Et donc, comment vous allez avoir cette matière ? Vous pouvez faire des interviews auprès de vos prospects, donc ou des gens qui viennent d'être clients, ou dans le cadre du recrutement, des gens que vous venez de recruter en leur posant des questions. Je sais pas, toi, quand tu étais dans tes recherches, comment tu as procédé ? Qu'est-ce qui t'a parlé ? Qu'est-ce qui t'a agacé ? Qu'est-ce qui fait que tu as lâché l'affaire sur une page, que tu as quitté un compte ? Tout ça, ça va être une matière hyper précieuse. Donc, vous pouvez faire des interviews. Vous pouvez aussi parler aux gens qui sont vachement en contact avec ces cibles-là. Donc, pour la partie business, parlez à vos commerciaux. Pour la partie... on a des clients aussi qu'on accompagne dans des collectivités. Il faut parler pour une mairie. Allons parler aux gens qui sont à l'accueil, qui reçoivent les publics, qui reçoivent leurs questions tous les jours. C'est hyper intéressant. Et pour le recrutement, parlons au RH, parlons aux gens qui font les premiers entretiens. Vous avez une matière hyper riche. Et donc, les personas, c'est pas... j'ai interviewé Vanessa et je fais une fiche avec la vraie photo de Vanessa et c'est vrai verbatim, hein, c'est pas ça. Parce que parfois on voit un peu en fait, c'est des comptes rendus d'interview, non, c'est pas ça les personas. C'est vraiment des personnes fictives et on va essayer de condenser derrière une fiche d'identité différents profils qui sont un peu du même type. Et ça, en posant toutes ces questions, ça va vous donner déjà énormément d'idées de contenu à produire pour les aider à surmonter les problèmes qu'ils ont, leur donner des conseils, leur apporter vraiment de la valeur. Et ça va être des garde-fous, parce que peut-être au début, vous êtes super connecté à vos cibles et à vos objectifs, et puis au bout de 6 mois, 1 an, on dévie gentiment, on oublie un peu ça, on a des idées, vous avez votre boss qui rentre dans le bureau, « J'ai une super idée, on va faire ça !» Oui, est-ce que ça répond bien à nos objectifs et est-ce que ça va bien parler à notre cible ? Peut-être que oui. Et en fait, vous allez pouvoir vous reconfronter à ces fiches-là, et c'est elles qui vont vous dire « Ok, on est dans les clous » ou « Non, ça sort un peu du périmètre ». Ou au contraire, « Ah ouais, on a une nouvelle type de cible qui émerge, qu'on n'avait pas forcément dans le giron auparavant, et donc on va s'intéresser à cette cible-là pour pas la louper ». Ça va être... c'est vraiment un outil précieux. Hop. On a une question sur LinkedIn. Quels types de contenus sont cohérents avec le profil de l'entreprise et le profil des salariés experts dans leur domaine ? Très intéressant. Pour l'entreprise, nouveaux produits, nouvelles fonctionnalités, la vie de l'entreprise a un profil de salarié expert dans son domaine, des tips activables, de la connaissance sur son domaine. C'est vrai, on peut avoir... C'est une grosse question. C'est vrai qu'elle est hyper intéressante. Pour moi, en effet, faut éviter d'avoir des copier-coller avec l'entreprise qui va créer tous ces contenus et les salariés qui vont juste copier-coller le contenu. Ça n'a aucun sens. Alors, on va en parler un petit peu du déjà, des experts peuvent repartager le contenu, même si c'est pas ça qui va avoir le plus d'engagement. Pour moi, je l'adapterai à chaque entreprise et vous allez dire la fille esquive la question, mais c'est pas ça que j'essaye de faire. Elle est un peu touchy la question parce que je trouve que c'est pas évident quand l'entreprise dit à ses experts ce qu'ils doivent faire sur leur page. Parce qu'une page personnelle, ça reste une page personnelle. Et on a déjà vu, nous, des exemples chez des clients qui nous disent on aimerait bien que nos ambassadeurs LinkedIn ou tel type de salariés, ils publient ça, et ils publient ça à telle fréquence. Parce que c'est vrai que plus les salariés sont actifs, plus ça va faire rayonner votre marque. Sauf que vous, en tant que salarié, si on vous demande ça serait bien que tu postes ça, ça serait bien que tu postes tel contenu, que tu postes là-dessus et que vous n'en avez pas envie, ça reste votre espace personnel, ça n'appartient pas à la boîte. Votre page LinkedIn, elle vous appartient à vous. Et donc, vous pouvez avoir des gens qui peuvent se braquer, pas être trop à l'aise. L'autre élément, c'est que je trouve que c'est bien de parler dans sa page personnelle comme vous êtes, avec vos propres mots, avec votre vocabulaire, parce que c'est là que ça va sonner vrai pour les gens qui vous connaissent en vrai. Et c'est là que vous allez avoir plus d'impact plutôt que d'avoir peut-être un discours qui est très policé. Alors, si vous êtes très policé dans la vraie vie, soyez policé sur LinkedIn, vous avez raison, ça serait cohérent. Mais il faut pas qu'on ait l'impression que ça sonne faux et que ça soit pas vous qui ayez écrit le contenu. Donc,
Alors que peut-être sur la page de votre entreprise, vous allez avoir vous allez travailler aussi une charte éditoriale. Et dans cette charte, comme dans la charte graphique, vous allez expliquer qui est votre marque, comment elle parle, quel vocabulaire elle a, quel niveau de langage elle a, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'elle est super familière ou au contraire, est-ce qu'elle reste très institutionnelle. Et ça, il va falloir s'y tenir sur votre page entreprise. Là où vos équipes, alors normalement, elles sont dans la culture de l'entreprise, donc ça ne doit pas être complètement en énorme décalage, mais il peut y avoir un petit pas de côté déjà sur les pages personnelles. Et après, ça, vous pouvez le travailler aussi avec, si vous avez un peu des ambassadeurs, des gens qui sont hyper motivés, qui ont envie de contribuer sur LinkedIn, moi, ce que je recommanderais, c'est de les impliquer dans la démarche. Déjà, s'ils ne sont pas hyper experts de LinkedIn, de les former. Voilà, ça, c'est la première étape. Et après, de les impliquer dans votre stratégie de contenu. Parce que c'est peut-être des gens qui sont vachement au contact de vos cibles et de leur demander qu'est-ce que vous avez envie de produire, qu'est-ce que vous vous sentez à l'aise de porter sur vos pages personnelles. Et je pense que vous aurez déjà une partie de la réponse. Et si ça vient d'eux et de leur page personnelle et qu'après vous vous dites au niveau entreprise, son post était vachement bien, il faut qu'on le réexploite, reprenez-le en l'écrivant différemment, en l'enrichissant, en le complétant avec une ressource complémentaire sur votre site, sur votre blog, ou en demandant l'avis d'un autre collègue sur le sujet pour l'enrichir. Et ça va vous donner une matière complémentaire pour votre page entreprise. On va en parler tout à l'heure. On est à fond pour le recyclage de contenu parce qu'en fait, ça prend déjà tellement de temps et du coup, c'est déjà tellement cher de créer du contenu que cette matière, il faut l'exploiter à fond. Et je voulais juste ajouter pour compléter, là au niveau du type de contenu, il y avait nouveaux produits, nouvelles fonctionnalités, la vie d'entreprise en haut de la liste. Ce qui est aussi vachement valorisé par la plateforme et l'algorithme sur LinkedIn, c'est le partage d'expériences, les conseils, parce que l'algorithme considère que c'est vraiment là qu'il y a de la valeur ajoutée et que vous apportez de la valeur aux utilisateurs plutôt que de dire là on a sorti tel produit, là on a telle fonctionnalité. C'est un peu vu comme de la pub. Bon, c'est clairement c'est de la pub. De la pub, mais vous pouvez prendre des angles différents de pourquoi est-ce que ce produit-là, pourquoi cette fonctionnalité, d'où vient l'idée, comment est-ce que vous l'avez produit. Il y a plein d'autres angles que vous pouvez utiliser pour mélanger la partie un peu conseil tout en parlant de vos produits. Exactement. On revient aux bases du marketing de contenu versus la pub, quoi. Si vous placardez votre nouvelle offre, vos nouvelles fonctionnalités, déjà, ça ne va pas intéresser forcément à fond les utilisateurs, mais vous allez pouvoir en parler, mais en disant, saviez-vous qu'on perd tant de temps par jour en moyenne avant d'avoir cette fonctionnalité magique qui va révolutionner votre quotidien. Et les gens, voilà, et quelques astuces qui peuvent même dépasser votre simple fonctionnalité en disant, il y a différents moyens d'améliorer votre quotidien, si ça, et bien sûr notre nouvelle fonctionnalité. Personne n'est dupe, de toute façon on est là pour se vendre sur LinkedIn, mais l'algorithme il va plus vous pousser là-dessus. Et il y a eu un peu un débat récemment aussi sur LinkedIn qui change son algorithme pour pénaliser les selfies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je sais pas, vous avez été abreuvé un peu sur LinkedIn par des selfies. Il y a beaucoup de gens qui se prennent en selfie dans le train. Genre, early morning, je vais à Paris ce matin. Bon, ok. Je sais pas si ça apporte beaucoup de valeur, mais ça avait il y avait quand même pas mal d'engagement là-dessus. Hein. Et LinkedIn a dit, on va changer un petit peu notre algorithme pour plus pousser les conseils, l'apport de valeur et pas juste un peu de l'auto-promo, quoi. Voilà. Enfin, vous pouvez quand même poster un selfie de vous de temps en temps si ça vous fait plaisir. Et donc, stratégie et charte éditoriale, on en parlait à l'instant. Ça peut être franchement un bon outil, je trouve, à travailler. Alors, on n'a pas tant de clients que ça qui se dotent de cet outil de charte éditoriale. Pourtant, presque 100% de nos clients ont une charte graphique. Et parfois, on néglige la charte édito. C'est dommage, parce qu'en fait, le contenu, c'est d'abord le cœur de ce que va exprimer votre marque, quoi. Et en fait, ça va être très complémentaire à la charte graphique. Vous allez expliquer comment vous voulez être perçu, c'est quoi les règles de rédaction,
le niveau de formel, informel? Est-ce que je vais avoir le même ton pour les différents réseaux sociaux? Peut-être je vais avoir plus de proximité sur un TikTok ou sur un Insta que sur un LinkedIn, par exemple, parce que je vais pas aller chercher les mêmes cibles. Et quand on dit nous, on est, j'en sais rien moi, nous, on a déjà eu des clients dans leur charte édito, on a dit on veut être à fond dans l'accessibilité, on veut vulgariser. Bon, c'est bien gentil de mettre ce mot, ouais, nous, on vulgarise. Mais ça veut dire quoi concrètement derrière? On va faire l'exercice, on va vraiment écrire des posts en disant c'est ça vulgariser. Ça veut dire quand on met un acronyme, on explique toujours ce qu'il veut dire derrière. Quand on écrit un mot en anglais, parce que c'est un peu idiomatique dans notre métier, on donne toujours la traduction. Et voilà, vous allez vraiment mettre des exemples pour donner ces règles que vous allez partager. Déjà, ça va vous remettre un peu des piqûres de rappel sur vos publications. Puis là, si vous êtes plusieurs à porter les publications, tout le monde va s'exprimer avec la même voix, qui est la voix de votre entreprise. Et d'ailleurs, on en parlera plus en détail, ça fera l'objet de notre dernier petit-déj de l'année, 21 décembre, donc juste avant Noël. Il n'y aura peut-être pas des chouquettes, il y aura des chocolats, je pense. Et on parlera de stratégie et de charte édito. Et puis, c'était une petite dédicace pour vous, ça. C'est pas vous, c'est vos collègues. Ah, il y a des petits conflits armés de l'air, je voulais pas rentrer là-dedans ce matin. Ça fait petite compète en interne, c'est toujours stimulant. Les ressources humaines et les moyens matériels, ça c'est important aussi de se poser avant de se lancer bien en tête dans la rédaction de vos contenus. Qui va contribuer à créer du contenu? C'est pas forcément toujours les RH ou la com qui vont tout publier ou qui vont tout préparer, rédiger. Donc, combien de personnes vont être allouées à la rédaction de contenu? Combien de temps elles vont y consacrer? Comment vous allez vous organiser? Qui fait quoi? C'est quoi le processus de j'ai des idées, je produis, je relis, je valide? Et puis, les moyens matériels, quel budget vous allez y allouer? Est-ce que vous allez externaliser certaines choses ou est-ce que vous allez tout faire en interne? Qui va réaliser la créa et la rédaction des publications? Ça, c'est bien que vous vous caliez aussi en amont là-dessus, même si au début, peut-être, ça va être que une ou deux personnes qui vont porter toute cette production. Et puis, une fois que ça commence à démarrer, vous allez aller chercher quelques personnes en interne qui ont des idées, qui vont être experts sur un sujet. Et vous, à la com, vous ne savez pas parler de, j'en sais rien, moi. On a des clients dans des domaines super techniques, je sais pas, dans le laser, la fibre optique. À la com, ils savent pas toujours avoir le même discours que vraiment des experts métiers. Et donc, en revanche, ils vont aller chercher cette matière. Et donc, soit vous allez avoir des experts qui disent « Oh ouais, moi, ça me dit bien d'écrire un contenu, ça m'amuse », ou d'autres qui vont dire « Pas du tout mon truc. Par contre, je veux bien répondre à 3 questions. » Donc, ils vont vous donner la matière et vous allez rédiger. C'est important aussi de formaliser ça dès le début. Et puis, la grande question qui arrive derrière, c'est comment fonctionnent les algorithmes? Qu'est-ce que je poste comme contenu? Quel type de contenu? C'est vraiment le mystère, le code que tout le monde a envie de craquer. Comment on sait si un post est intéressant? Déjà, on va regarder 2 indicateurs, le temps passé et les interactions. Et parfois, on est très attaché aux likes. On regarde combien on a de likes. Et en fait, vous allez voir, il y a d'autres indicateurs qui vont être plus intéressants. Je pense notamment sur LinkedIn, le nombre d'impressions. Combien de gens vont voir votre post? En fait, il y a plein de gens, ils vont pas forcément aller jusqu'au like, mais ils vous ont vu. Et donc, vous êtes dans leur univers, ils pensent à vous. Et en fait, c'est déjà mission accomplie. Et puis même si c'est une vidéo, rien que le fait de la regarder en entier, c'est énorme. C'est énorme. Et ça vaut plus qu'un like. Donc, les chiffres, encore une fois. Donc, sur LinkedIn, si vous avez un commentaire sur une publication, vous avez 12 vues en plus. Si vous avez... C'est les chiffres à aujourd'hui, je suis sûre que ça va évoluer encore. Un partage, c'est 7 vues en plus. Donc, vous voyez, quand vous avez votre page entreprise et peut-être des collègues qui viennent supporter la publication, en fait, il vaut mieux qu'ils commentent plutôt qu'ils partagent. Ça va avoir plus d'impact. Normal, on dit plus de soi, on est plus engagé quand on commente que simplement quand... En plus, dans le repartage, vous avez 2 options sur LinkedIn. Soit vous partagez en mettant une petite phrase d'intro en plus, soit vous repartagez simplement. Et là, vous avez rien fait, quoi. Donc, la flemme est peu récompensée par LinkedIn, si je puis dire. Un clic sur voir plus, c'est 4 vues en plus. T'en parlais tout à l'heure, Emma, et c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que vous avez un peu des accroches de posts. Désolée pour le terme, un peu putaclic parfois. C'est genre hyper... j'ai planté ma boîte.
Ce genre de trucs super accrocheurs. Et bah, ça donne en fait envie aux gens de voir plus. Donc, on vous dit pas de tomber dans la caricature, mais quand même de créer une amorce, d'attiser la curiosité. Ça va être intéressant pour votre post. Et le like, bah, il arrive à la fin. C'est une vue en plus. Et donc, sur Instagram, par ordre d'importance, donc ça va être d'abord les gens qui enregistrent votre publication. Ça, c'est quand même assez fort. Les commentaires, les partages, les likes et les vues arrivent à la fin. Ensuite, vous vous posez probablement... mais certains disent c'est dommage que LinkedIn devienne un nouveau Facebook. Ouais, c'est un peu... certains disent le nouveau Facebook du boomer. Mais Facebook, c'est déjà plein de boomers. Donc, c'est... Voilà. 2 catégories de boomers, mais pas que, je vous rassure. On se pose la question, quand est-ce que je publie ? Vous avez super bien bossé votre post. Vous voulez publier le bon jour à la bonne heure. Ça fonctionne. Eh bien, alors, on a essayé de vous donner des réponses, mais on va les modérer parce que y a des sources qui disent des choses assez différentes. En fonction de... On a des sources qui viennent de solutions comme Outsuite, dont on parlera à la fin, qui permettent de gérer plusieurs comptes depuis réseaux sociaux, depuis un seul compte. Donc, eux, ils ont des données... ils concatènent tous les données en fait, des utilisateurs de leur plateforme. Donc, on peut se dire, bah, c'est intéressant, mais... ils n'ont pas... Enfin, là, il y a d'autres sources qui vont dans d'autres directions, mais globalement, ce qui marche bien sur LinkedIn, mardi, mercredi, jeudi. Donc, le lundi, on est en réunion toute la journée. Le vendredi, on finit tout avant de partir en week-end. C'est un peu ça. Et puis, vous avez un petit peu des créneaux horaires, 8h, 10h, 12h, 13h, 17h, 18h. Puis pour Insta, donc plutôt mardi, mercredi et vendredi, voilà, avec d'autres créneaux horaires. Franchement, moi, ce que je dirais, c'est plutôt faites-vous votre expérience. Parce que votre cible à vous n'est pas forcément la même que la nôtre. Et regardez, testez sur différents jours. Alors, c'est vrai que si vous publiez le dimanche à 15h, je ne suis pas sûre que ça explose. Donc, il y a plutôt des créneaux que vous allez éviter. Et puis derrière, bah, testez et regardez ce qui marche bien. Et nous, on s'est déjà dit non, faut pas qu'on publie le vendredi. Et il y a certains posts qu'on a publiés le vendredi qui ont super bien marché parce que ils ont intéressé notre communauté, parce que voilà. Ça dépend du type de post aussi. Exactement. Et on a aussi fait des flops le vendredi. C'est parfois aussi on n'a pas le choix parce que si vous faites un post qui est en lien avec un événement et votre événement il est le jeudi soir, vous n'avez pas envie de publier le mardi d'après. Donc vous allez préférer publier dans la foulée le lendemain plutôt que de faire du réchauffé. Donc bah là, essayez juste de bien le faire et de peut-être pas le publier vendredi à 19h et voyez ce que ça donne. Donc maintenant, on va commencer à rédiger un petit peu les posts. Donc on commence par bien la rédaction de la description avant de réfléchir à c'est quoi que je mets comme visuel avant de le créer. On commence par travailler le fond avant la forme. Donc, quand vous commencez à écrire, déjà posez-vous la question de pourquoi est-ce que j'écris ce post et pour qui. Et c'est un peu les questions dont tu parlais tout à l'heure. C'est quoi les objectifs, qu'est-ce que je veux raconter, pour qui. Et c'est aussi important pour l'algorithme parce que s'il arrive à bien comprendre qu'est-ce que vous voulez dire dans votre post, c'est quoi l'objectif et à qui vous voulez, à qui il est destiné, en fait, il va assez naturellement le rediriger vers les personnes que ça peut intéresser. Pour la description, concentrez-vous sur une seule idée par post pour ne pas trop vous éparpiller. Donc, si vous voulez parler de plusieurs arguments commerciaux, concentrez-vous par un argument commercial par post. Et si jamais vous en avez plein, bah, ça vous fera plein de posts. Tant mieux. Grillez pas toute votre cartouche d'un coup, c'est dommage. C'est ça. Pour bien être focus sur une seule idée. Sur la longueur, c'est bien de faire entre 1200 et 1600 caractères pour ne pas que ça soit trop long, parce que souvent on scrolle sur LinkedIn et on va pas lire les contenus en entier. Mais même si on voit de plus en plus de posts assez longs. Hein. Surtout, pas forcément par des pages entreprises, mais par des pages personnelles. Ouais, bah, c'est surtout pour des retours d'expérience ou des conseils ou des choses comme ça, où là il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Donc c'est dur de faire synthétique, mais voilà. 1200, 1600 caractères. Commencez par travailler une bonne phrase d'accroche. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a un certain nombre de caractères visibles avant le petit en savoir plus. Non, c'est voir plus
c'est écrit. Donc, soyez assez engageant, donnez envie de découvrir le reste du post et de lire ce que vous avez écrit. Et pour savoir quand est-ce que ça s'arrête la phrase, à quel moment vous allez être coupé avant le fameux bouton voir plus, parce qu'on peut se dire, où est-ce que j'arrête le suspense? Il y a des outils qui permettent de le faire. Il y a notamment Perfect Post. En fait, c'est un petit add-on que vous allez installer qui va se connecter à votre compte LinkedIn. Et quand vous allez sur LinkedIn, en fait, ça vous change l'éditeur de texte avec Perfect Post, qui a une version gratuite et aussi une version payante. Et Perfect Post, quand vous commencez à écrire cette fameuse phrase de description, il vous positionne le bouton voir plus, donc vous savez exactement où ça va couper, donc c'est bien. Mais il y a une capture d'écran plus star. Donc, Parfait. donc vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, posez des questions dans votre publication pour encourager les personnes à laisser des commentaires, à engager des discussions, à échanger entre eux dans l'espace commentaire. Parce que c'est ce qui va permettre d'augmenter l'engagement de votre post et donc d'augmenter la portée, la visibilité, parce que l'algorithme va beaucoup plus le diffuser. Et vous pouvez le terminer en incitant à réaliser une action. Donc, en fonction de votre objectif, ça peut être d'aller sur votre site pour lire un article de blog, par exemple, pour aller voir une vidéo, pour aller sur une landing page, pour s'inscrire. Ça peut être plein de liens différents. En fait, parfois, on a des clients qui disent « Ouais, ça fait un peu la honte, genre, on est obligé de demander aux gens, s'il vous plaît, faites ça pour nous. » En fait, soyez clairs, demandez-le. C'est pas... Vous leur apportez de la valeur, donc c'est pas... Normalement, si vous êtes dans cette démarche de « j'apporte de la valeur », en vous demandant de commenter, d'échanger, de donner votre avis, d'aller sur telle page, si vous êtes dans une logique de là-dessus, vous apporterez encore plus de valeur, n'ayez pas honte de le proposer, quoi. Et parfois, vous dites, c'est évident, les gens, si ça leur plaît, ils vont commenter. Non, c'est pas évident, en fait. Vous voulez un truc dans la vie, demandez-le. Demandez-le gentiment, mais demandez-le. Oui, c'est ça. Et par rapport aux liens, il faut juste savoir que la plateforme peut avoir tendance à pénaliser les posts où il va y avoir des liens externes, parce que l'objectif de LinkedIn et d'Instagram, c'est que vous restez sur la plateforme, et si vous mettez des liens externes, vous faites sortir les utilisateurs de la plateforme. Ils vont vendre moins de pubs, donc ça les arrange pas. Ouais, c'est ça. Donc, sur Instagram, on peut pas mettre de lien dans les publications, mais sur LinkedIn, on peut, et donc ça peut impacter la portée de votre post. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre non plus. Ouais. Mais ne faites pas que ça. Parce que parfois, on se dit, on va faire plein d'articles de blog et d'actualités sur notre site. Et puis, pour LinkedIn, on s'embête pas. On fait des articles en mode nouvelle actu sur notre site, pouf, le lien. Bon, bof. Il vaut mieux. Alors, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais on répète. Vaut mieux que vous fassiez, j'en sais rien, moi, une synthèse de votre article de blog sur LinkedIn. Voir, je sais pas, votre article de blog, il est en 4 parties. Et ça vous fait 4 posts LinkedIn, c'est nickel. Réexploitez cette matière, faites-en 4 posts. Et c'est pas grave si les gens, ils viennent pas sur votre blog. Parfois aussi, on a des clients qui veulent absolument que les gens viennent sur leur site et restent sur leur site. Ça, c'est une logique de business model basée sur les annonces. Si vous vivez de la pub sur votre site, c'est clair, votre objectif, c'est que les gens ils viennent sur votre site, ils y restent le plus longtemps possible. Si vous n'êtes pas basé là-dessus, on s'en fiche que les gens ils aient passé genre 10 minutes ou 1 minute sur votre site. L'important, c'est que votre objectif soit atteint. Donc, qui vous contacte pour un devis, qui postulent à une offre d'emploi, qui achètent un truc en ligne, c'est peu importe. Et donc, en fait, si le fait de vous voir sur LinkedIn et sur Insta, ça fait qu'ils vous ont en tête, donc ça travaille votre notoriété, et ils ont une bonne image de vous, le jour où ils auront besoin de vous, ils feront l'effort d'aller sur votre site et ils vous trouveront, c'est pas un souci. Mais c'est pas facile de se détacher de ça. En plus, votre site, vous passez du temps dessus, vous avez mis un beau budget, c'est votre bébé, vous avez envie que les gens passent du temps dessus. Ça peut être bien aussi d'utiliser le storytelling. Donc, en fait, c'est une stratégie de communication qui permet d'attirer l'attention et de créer un lien avec votre audience en l'impliquant émotionnellement. En fait, concrètement, c'est le fait de raconter une histoire. Donc, ça peut être comment est-ce que vous avez créé la société, parler d'un service, la création d'une gamme de produits, ou des portraits métiers si vous êtes plus dans le recrutement. Comment telle personne est arrivée dans l'entreprise, comment est-ce qu'elle a évolué dans l'entreprise. Plein de questions comme ça que vous pourrez réutiliser pour raconter les histoires de votre entreprise. Et on a 2 exemples. Le premier, c'est celui de Lavi. Donc, c'est une vidéo qu'ils avaient publiée l'année dernière sur leur compte LinkedIn. Et c'est une boîte qui fait du faux porc, faux bacon, faux jambon.
Et là, en l'occurrence, c'était une vidéo parce qu'il y avait un de leurs produits qui sortait, enfin il était utilisé dans un des nouveaux burgers chez Burger King. Et donc sur la vidéo, on voit le chef de service alimentaire qui va jusqu'en Suisse à l'heure de l'ouverture du restaurant pour aller commander le premier burger. Et en fait, donc on le voit sélectionner sur la petite borne son burger. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que c'est une vidéo prise vraiment en 3 secondes, c'est très rapide, il n'y a aucun montage. Mais du coup, c'est ce qui donne ce côté authentique et qui fait plus je vous embarque dans ma vie, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Et du coup, ça rend le truc beaucoup plus impactant que si c'était une pub de nouveau burger chez Burger King. Et c'est un peu marrant. On se dit, le gars, il est motivé. Il s'est pris un train pour aller en Suisse à 9h se commander un burger. Bon, il a probablement fait un rendez-vous avec son client, voilà, pour lancer le projet, etc. Mais derrière, l'histoire, elle est intéressante. Et c'est juste pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément des contenus hyper chiadés tout le temps. Alors après, faites pas des trucs non plus bricolés en permanence. Mais parfois, l'histoire, elle a vachement plus d'impact que la forme de votre contenu. Parce que vous pouvez avoir plus de proximité aussi avec votre cible, vous parlez plus de vous, vous en dites plus sur vous avec ce type Des de trucs vidéo. plus authentiques que Ouais, le c'est truc ça. hyper institutionnel. Et on se dit, ouais, bah ça, c'est les mecs du marketing, quoi. C'est des paillettes. Et puis derrière, la réalité, parfois, c'est complètement différent. Donc c'est intéressant. Ça peut être vraiment complémentaire. Et un autre exemple, cette fois-ci sur Instagram, là c'était des stories de Wonder Architect. Et en fait, ils avaient un chantier d'un hôtel-restaurant à Carnac, je crois. Et du coup, ils avaient une story où ils montraient, où ils présentaient le chantier, où ils disaient nouveau chantier. Ils mettaient une photo, une vieille photo du bâtiment, donc noir et blanc, prise dans les années 1920 pour montrer un peu à quoi ça ressemblait avant. Et ils montraient ce qu'ils faisaient aussi et le résultat final, le bâtiment à la fin des rénovations, à quoi ça ressemblait. Et du coup, on voyait un petit peu, on avait un fil conducteur ici, c'est l'histoire du bâtiment, en fait. Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire, les photos de chantier, c'est genre tellement moche. Alors pas la carte postale historique et pas le truc de fin, mais on peut se dire qui s'intéresse de voir des câbles. Alors il y a des gens qui sont fans de travaux sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il y a des vraies communautés. Mais au-delà de ça, en fait, ils montrent que ils sont passionnés et ils véhiculent là-dedans le fait que on est passionné de beaux bâtiments, on respecte l'histoire, mais on apporte de la modernité. Et s'ils le disaient comme ça ou dans des interviews, on se dirait ouais, c'est du flan. Et en fait, là simplement, ils le montrent en images. Ensuite, quand vous avez rédigé votre texte, votre petit texte sur LinkedIn et sur Instagram, il faut soigner aussi la forme de votre texte. Donc là, je parle pas du visuel, je parle toujours du texte. Donc aérez votre texte, sautez des lignes pour bien faciliter la lecture, faites des phrases courtes, synthétisez. Et vous pouvez aussi utiliser des emojis. Donc c'est bien de les utiliser parce que vous allez voir que ça a un impact assez énorme sur l'engagement de votre post. Ça n'a pas d'impact direct sur l'algorithme, mais en fait, ça va vous permettre de personnaliser votre post, d'avoir un peu plus de proximité, d'être plus authentique et d'humaniser votre discours, en fait. Et ça vous aide aussi visuellement, vous allez plus repérer un post où il y a des couleurs, où il y a des petits emojis, parmi tout le flot de posts sur LinkedIn et Instagram, donc on le repère plus facilement. Et puis, ça vous aide à structurer votre post. Comme on peut pas mettre de bullet point par exemple sur LinkedIn. Donc, comme il y a des emojis avec des petits ronds, vous pouvez les utiliser pour en fait faire vos propres bullet points. Les emojis, c'est pas forcément un smiley qui rigole. Un cœur. Ouais, c'est ça. Donc, même si vous voulez rester vraiment dans un ton assez conventionnel, corporate, institutionnel, ouais. vous avez quand même le droit d'en utiliser. Sans en utiliser 15-20 par poste de temps en temps. Et vous avez les ronds, vous avez des petites checkbox aussi, vous avez des flèches. Donc il y a des signes assez classiques qui vous permettent quand même de structurer le contenu plutôt que d'avoir l'énorme pavé. Donc faites aussi des retours à la ligne pour aérer votre contenu. Et puis aussi, on peut mettre, je ne sais plus si on en parle après, des textes en gras ou en italique. Vous pouvez changer un petit peu aussi pour faire comme un titre que vous allez mettre en gras ou mettre certains mots en gras.
Donc LinkedIn ne le permet pas en natif. Si vous installez Perfect Post, vous avez le gras et l'italique qui sont dans l'éditeur de texte qui sont rajoutés, donc c'est sympa. Et après, il y a aussi, vous pouvez taper sur Google, mettre un texte en italique dans LinkedIn et vous avez des résultats. Vous copiez-collez votre phrase et il vous la met en italique gras, en caractère, je sais pas, avec genre une vingtaine de typos différentes. Ce qui vous permet aussi de mettre un petit peu plus en forme votre texte. Même si, petit point d'attention, j'ai lu cette semaine que c'était pas bon pour l'accessibilité numérique. Parce que les gens qui ont des problèmes, par exemple, qui vont pas voir correctement, voilà, ou des aveugles, ils vont avoir des logiciels qui sont embarqués sur leurs ordi et qui permettent de lire ce qu'on a à l'écran. Et en fait, le logiciel, il lit pas quand c'est transformé comme ça. Donc, si vous êtes, par exemple, dans le secteur public, où là, vous avez un devoir d'accessibilité assez irréprochable, ou même dans le privé et que vous avez cette envie-là, faites gaffe à ça quand même. Ouais. Il y a quelqu'un qui a un Perfect Post, ça marche aussi pour Graisser les caractères spéciaux. Ouais, c'est galère. Graisser les caractères spéciaux, en effet. Soit quand on les met en gras, ils vous enlèvent les accents. Donc on a l'impression que vous mettez pas des accents sur vos A et que vous savez pas parler français, c'est très désagréable. Ouais, ça j'ai pas trop le... J'ai le même problème. Alors, il y a aussi les hashtags. Donc ça va être des mots-clés qui va vous permettre de rajouter des catégories à vos posts. Et donc, c'est un peu des ports d'entrée pour toucher de nouvelles personnes qui vont faire des recherches dans la barre de recherche. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, il y a des gens qui font des recherches de mots-clés dans la barre de recherche. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre 50. Vous faites Surtout, n'en mettez pas 50 d'ailleurs. Ouais, oui, c'est parce trop. que vous risquez d'être pénalisé si vous en mettez trop. Donc entre 3 et 10, c'est suffisant. Et vous pouvez les mettre soit dans votre texte, soit à la fin du post. Souvent, c'est ce qui se fait. Mentionnez des personnes aussi, si jamais si vous les mentionnez dans votre post, vous pouvez mettre le petit arrobase pour que les personnes aient une notification. Donc vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires. Sur LinkedIn, ça se fait dans la description directement. Et sur Instagram, ça peut se faire dans la description et sur la photo. Et là, du coup, ça veut dire que la photo va remonter sur le profil de la personne. Ouais, et là, deux commentaires complémentaires. Sur LinkedIn, faites bien attention parce que parfois, vous taguez la personne et en fait, quand vous appuyez sur espace, ça l'a pas sélectionné. Je vois souvent des posts comme ça sur LinkedIn où on voit que les gens ont voulu taguer et ça n'a pas fonctionné. Donc, faites bien gaffe à ça quand vous relisez. Assurez-vous que tous les tags ont bien été pris en compte. Et d'avoir tagué la bonne personne aussi. Ouais. Bon, ça arrive. Et l'autre truc, c'est que si vous taguez vos collègues, je dirais, les mettez pas en porte-à-faux. Alors, vous allez peut-être pas demander à chaque fois, est-ce que tu es d'accord pour que je te tague sur un post? Si c'est dans votre culture d'entreprise, que dans les posts, vous taguez les personnes qui apparaissent sur le post, qui ont participé à telle démarche, et que si c'est acté, vous n'allez pas redemander la permission à chaque fois. Mais je trouve que c'est quand même... c'est un peu bizarre de se faire taguer dans une publication quand on n'est pas du tout dans la logique de ce que produit la com, le marketing. Surtout sur une photo Instagram, où là, du coup, ça remonte sur son profil. Exactement, vous pouvez vous dire, j'ai rien demandé, moi, j'avais pas du tout envie d'être là-dessus. Donc, ça peut être pas mal. Pareil, si vous publiez une photo avec, je sais pas moi, pas mal de collègues, ça peut être bien aussi de leur demander, je compte poster ça, est-ce que t'es OK? Rien de pire que de se dire, je suis horrible sur la photo. Bon, parfois, on se trouve pas terrible, mais c'est pas grave. Si vraiment, vous n'avez pas du tout envie d'apparaître et pas envie d'apparaître de cette façon dans un cadre professionnel, je trouve que c'est bien d'avoir eu la gentillesse de demander. Comme ça, le coup d'après, ils sont OK. Et dernière chose, là, ça va être surtout sur Instagram, d'ajouter de la localisation sur votre post. Quand vous avez un champ, juste sous la description, quand vous le créez. Et ça prend 2 secondes et ça peut vous permettre aussi d'améliorer la portée et la découvrabilité de votre post. Donc, ça mange pas de pain. Alors, une fois que votre post est rédigé, on peut s'attaquer à la forme. Enfin, vous voyez, parce que parfois, on commence par ça. On se dit, allez, je me mets sur Canva, je vais me faire un petit carrousel. Qu'est-ce que je raconte? Non. En fait, vous avez déjà travaillé tout votre contenu. Et maintenant, comment est-ce que vous allez le mettre en forme? Alors, donc certains posaient la question, est-ce qu'on va parler de la vidéo? Est-ce que ça marche bien? Oui, ça arrive. Donc, on va essayer de capter immédiatement l'attention avec un beau visuel. Donc, une image ou éventuellement une vidéo. Parce qu'en fait, on est comment sur les réseaux sociaux? On scrolle. À l'infini. Donc, il faut que les gens s'arrêtent ou scrollent très lentement sur votre post.
Alors, les formats qui sont possibles sur LinkedIn, vous en avez plusieurs. Le premier, c'est le post textuel. Vous pouvez juste écrire du texte. Ensuite, vous pouvez faire le texte avec une image. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de portée, 1,2 à 1,6 fois plus de portée. Et l'image, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un visuel que vous avez créé ou que votre, j'en sais rien, moi, des créas ont créé, si c'est pas vous qui créez les visuels. Mais ça peut être juste une photo. Ensuite, vous avez le carrousel. Donc, je sais pas si ça vous parle. Donc, sur LinkedIn, parfois, vous arrivez sur une publication, il y a une première image et puis vous avez le début d'une autre image qui arrive. Donc, ça vous invite comme ça à swiper pour voir la suite. Donc là, encore plus d'engagement que la photo, 1,8 à 2,3 fois plus de portée. Donc là, vous avez un exemple ici. Donc vous voyez d'ailleurs, il y a une petite flèche qui est qui est dans la visionneuse en fait de carrousel de LinkedIn. Certains rajoutent dans leur post une flèche, comme eux ils l'ont fait là. Reflectory se sont dit la petite flèche de LinkedIn, elle est un peu petite, pas très visible. En plus, pardon, pour ceux qui sont à distance, je vais taper dans le micro. Leur charte graphique, elle est très noire et blanche. Donc, la petite flèche noire de LinkedIn, elle est quasiment pas visible sur la première image. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté la petite flèche au crayonné. Puis sur ordinateur, tu la vois que au survol, la petite flèche. Ah ouais, ok. Et il y a eu d'autres techniques aussi pour inviter à voir la suite. Bon, d'abord, c'est le contenu. Vous créez un contenu qui est intriguant, on a envie de lire la suite. Enfin, c'est quand même la base. Et derrière, donc, vous pouvez rajouter ces petites flèches. Il ne faut pas que ça soit too much non plus parce que l'espace, notamment en mobile, il est assez réduit. Donc, prenez pas un tiers de la publication pour la flèche. Mettez en valeur ce que vous avez à raconter, c'est quand même le plus intéressant. Et après, vous avez des petites mécaniques visuelles aussi où parfois vous avez le début d'une image et l'image, elle se finit sur l'autre slide. C'est un peu comme sur une présentation. Et comme ça donne vraiment une impression de continuité et naturellement, on a envie de regarder la suite. Donc, comment construire un bon carrousel ? Donc, vous allez pouvoir, depuis LinkedIn, vous allez cliquer sur quand vous voulez créer un post, c'est sur la dernière icône. Donc, ça s'appelle pas carrousel. Ça s'appelle partager un document. Et donc, en fait, le format de document que vous allez poster, c'est un PDF. Alors, à un moment, LinkedIn a testé en version bêta qu'on puisse poster des JPEG. Et en fait, ça a été abandonné. Ils sont revenus au PDF. Et donc, en fait, je sais pas, votre carrousel, il fait 5 slides. En fait, c'est un PDF de 5 pages. Au bon format, et puis vous importez le PDF et LinkedIn, chaque page, il le découpe en un slide. Vous allez pouvoir créer ensuite des sondages, donc directement dans la plateforme, et puis bien sûr de la vidéo. Donc dans un sondage LinkedIn, vous pouvez mettre que 4 types de réponses et un maximum de 30 caractères par option, donc il faut quand même être assez concis. Et il peut être accessible 24 heures, 3 jours ou 1 semaine. Et les personnes qui répondent pourront voir le pourcentage de réponses en live. Sur la vidéo, c'est clairement le contenu de marque le plus préféré par les consommateurs sur les réseaux sociaux. Quand on demande aux gens c'est quoi le contenu que vous préférez sur les réseaux sociaux, 7 sur 10 disent la vidéo. Et les vidéos, elles obtiennent 3 fois plus d'engagement que le texte seul. Donc c'est vraiment le contenu qui fonctionne le mieux. Alors, si vous faites de la vidéo sur LinkedIn, vous vous dites peut-être combien de temps, quel format. Alors, pour le temps, il ne faut pas que ça soit trop long. Vous n'êtes pas là pour faire des courts-métrages. Les gens n'ont pas le temps sur LinkedIn. Idem sur Instagram, même si Instagram pousse de plus en plus les contenus plus longs, mais essayez quand même d'être concis. Mais sur Instagram, de toute façon, tu peux pas faire des contenus longs parce que même les vidéos, c'est limité à 90 secondes. Donc, tu peux pas même faire des vidéos de 5 minutes sur Instagram. Donc, ça va être entre 30 secondes et quelques minutes. Si vous êtes sur une vidéo trop longue, j'ai envie de dire, super, découpez-la. Encore une fois, utilisez ce contenu-là, ça va vous faire 10 posts, quoi. Donc, ça demande un peu de boulot pour monter. On a notre collègue Richard à la régie qui travaille pas mal sur de la vidéo, qui doit se dire mais elle est folle de découper direct une vidéo de 10 minutes en 10 vidéos d'1 minute. C'est pas si simple, je sais Richard, tu as raison. Donc sur votre vidéo, pareil, c'est comme le texte, les 5 premières secondes elles sont cruciales. Donc là, faut que ça soit intéressant, captivant. Donc parfois on a tendance à se dire schéma classique, je mets une petite animation de mon logo en intro, en jingle d'intro.
peut-être ne le mettez pas tout de suite ou gardez-le pour la fin, parce qu'une animation de votre logo, c'est pas ça qui va intriguer la personne et qui va l'arrêter de scroller sur LinkedIn. Donc pensez bien à ça aussi. Et pour ce qui est du format, horizontal ou vertical, je recommanderais plutôt format vertical, puisque la plupart des gens maintenant vont vous consulter sur mobile. Alors ça dépend de votre cible, mais ça peut être intéressant. Et en fait, même pour les gens qui vont vous consulter sur ordinateur, de fait, comme la vidéo elle est verticale, elle prend plus de place à l'écran. Donc vous prenez plus de place dans leur feed, et donc vous avez plus de chances aussi de retenir leur attention. Le format carré va aussi très bien marcher et aussi va fonctionner pour les deux plateformes, même si sur Insta, de plus en plus de contenu vertical aussi. Et pensez bien aux sous-titres, pour différentes raisons. En termes d'accessibilité numérique, c'est très bien. Et puis en fait, 80% des vidéos sur LinkedIn sont lues sans le son. Parce que vous regardez ça en attendant un collègue dans la salle de réunion, vous regardez ça à l'arrêt de bus, vous n'avez pas forcément vos écouteurs. On a plein de micro-moments pendant lesquels on consulte les réseaux sociaux et on ne met pas forcément le son. Donc pensez-y, sauf si c'est juste une vidéo d'ambiance, et dans ce cas-là c'est super, pas besoin de sous-titres, mais intégrez-les dans votre film. Là où par exemple si vous dites moi je publie mes vidéos sur YouTube, et franchement le module de YouTube il est plutôt bien fait parce qu'il comprend bien maintenant si les gens ont une bonne diction, il fait pas trop d'erreurs, et l'utilisateur peut rajouter les sous-titres qui sont créés automatiquement par YouTube, mais si vos sous-titres ne sont pas incrustés dans votre fichier vidéo, sur LinkedIn ça marchera pas. On nous demandait aussi sur Twitch pour créer un carrousel, est-ce que c'est mieux PowerPoint, Canva, Figma? J'ai envie de dire ce avec quoi vous êtes à l'aise. Tout marche. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de modèle de carrousel sur PowerPoint. Sur Figma, il me semble qu'il y en a. Je sais pas, Emma, peut-être tu as la réponse. Sur Canva, c'est sûr qu'il y en a. Peut-être, c'est possible. Nous, on a créé les nôtres. On a de la chance, on a des créas chez nous, donc ils nous font eux-mêmes des super templates. Et c'est vrai que nous, on les travaille sur Figma. Après, question sur la vidéo. Est-ce que je publie ma vidéo direct sur LinkedIn ou est-ce que je la publie sur une autre plateforme? Parce que peut-être votre vidéo, vous allez l'héberger sur YouTube, sur Vimeo. Et vous allez vous dire, je vais pas la republier sur LinkedIn. Mais je reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure, Emma. Si vous faites un lien vers votre vidéo sur YouTube ou Vimeo, LinkedIn n'est pas content. Parce que maintenant, il se barre et il va sur une autre plateforme. Donc, il vaut mieux, en termes de portée de votre post, que vous republiez la vidéo sur LinkedIn. Alors, si vous êtes sensible à l'éco-conception, à l'écologie numérique, vous dites peut-être, mais ça fait un deuxième hébergement d'une vidéo sur un autre serveur, donc c'est pas top. C'est vrai. Après, regardez aussi les ordres de grandeur. Alors, si vous publiez des vidéos tous les jours, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait des formats qui sont assez lourds. Et donc, c'est peut-être un peu too much. Si c'est une vidéo de temps en temps, honnêtement, c'est bien que vous soyez sensible à ça. Nous, on l'est aussi. Mais il vaut mieux que vous mangiez pas de viande à votre prochain repas d'équipe ou que vous preniez un peu plus le vélo et vous aurez un impact bien plus fort que sur cet hébergement. Et l'avantage aussi de publier une vidéo directement sur LinkedIn, c'est qu'il y a l'autoplay. Donc ça veut dire qu'on tombe sur votre post, la vidéo se lance toute seule automatiquement, ce qui n'est pas le cas avec une vidéo hébergée sur YouTube, où là ça va être un lien avec une miniature, une image, mais il faut vraiment cliquer pour vraiment comprendre que c'est une vidéo. Tout à fait. Bon, à chacun de mettre le curseur là où il a envie. Et quelqu'un nous parlait tout à l'heure sur le chat des newsletters sur LinkedIn. C'est vrai qu'il y a maintenant ce module-là qui est possible. Ça fonctionne un peu comme les articles de blog. Il n'y a pas de limite de caractère. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez... Donc, il y a les articles, et les newsletters. Donc, c'est deux choses différentes. Je crois que c'est un peu la même chose. C'est un peu le même format. Peut-être qu'ils l'ont fusionné, ouais. En tout cas, les deux sont au même endroit. Et donc, vous pouvez publier vos newsletters sur LinkedIn. Et donc, les abonnés, en fait, de votre page, ils vont recevoir une notification la première fois que vous allez le faire pour les inviter à s'inscrire à votre newsletter. Et une fois inscrits, ils vont pouvoir être informés de vos prochaines newsletters via une notification ou même par email. Donc, ça peut être intéressant. Honnêtement, nous, on ne l'a pas encore testé pour nous ou pour un client. C'est vrai qu'on l'a vu dans notre veille. Ça rajoute un bloc sur la page LinkedIn de l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous basez toute votre stratégie là-dessus, que vous n'avez pas forcément... Enfin, déjà, je pense que ça peut être hyper intéressant si vous n'avez pas forcément... Si vous n'êtes pas à l'aise avec d'autres outils de newsletter, d'emailing, si vous n'avez pas forcément le budget pour investir sur ces outils-là, profitez du fait que tout est dans LinkedIn pour tout exploiter là. Après, si vous avez déjà d'autres canaux de communication, est-ce que c'est bien de le refaire en double ?
Franchement, j'ai pas assez de recul pour vous faire un retour. Là, je dirais Mm. peut-être ça peut être bien de tester. Et puis sur LinkedIn, on peut moins travailler la forme que sur un vrai outil d'emailing. Là, on peut mettre des images, du texte, mais on peut pas personnaliser autant que sur une newsletter sur Brevo, par exemple. Alors, est-ce que vous, il y a des formats que vous avez plus l'habitude d'utiliser que d'autres? Est-ce que vous avez des retours à nous faire là-dessus? Avec quoi vous êtes le plus à l'aise ou... Nous, on essaye de varier. On fait plus beaucoup de carrousel, Non, finalement, à plus tout le l'agence. On a la chance aussi d'avoir des gens qui font de la vidéo chez nous, donc on fait un peu de vidéo. Pas mal de photos aussi. Je fais une parenthèse là-dessus en attendant de voir vos réponses. On essaye aussi de prendre pas mal de photos de ce qu'on fait à l'agence, de moments où on travaille. Ça se fait pas en 1 minute de développer ce réflexe-là, parce qu'au début, les gens sont un peu en mode « Oh, pourquoi tu me prends en photo? Ah, je suis pas à l'aise. » Certains n'ont pas envie d'apparaître aussi à l'image, donc on le sait, et il y a des gens qui ne veulent pas apparaître, et donc on respecte ça. Et puis, parfois aussi, on se dit « Non, mais ça va pas être intéressant. » Et toujours réintéressons-nous à notre cible. Et ce qui nous paraît pas intéressant, parce que ça fait 5 ans qu'on fait la même chose, en fait, des gens qui connaissent pas du tout votre métier, comment vous travaillez, peut-être que eux, ça peut les intéresser. Et dans ce cas-là, si vous commencez à développer un petit peu cette culture, ça peut être avec un téléphone de bonne qualité ou avec un appareil photo. Promenez-vous avec, mettez-le entre les mains de différents collègues, et au bout d'un moment, vos collègues, ils vont complètement oublier que vous débarquez dans une pièce, ils sont en train de faire un truc, vous prenez 3 photos, ils vont même plus vous calculer, et en fait, ça va vous faire des photos qui sont vachement plus naturelles et vachement plus authentiques que on va faire un shoot photo. Alors ouais, faut que je m'habille bien demain parce qu'il y a une photo, le truc un peu, on revit le stress des photos de classe, et puis c'est un peu posé, donc c'est gênant pour les gens qui posent, et c'est jamais des super belles photos. On va passer assez rapidement sur les formats, donc sur Instagram cette fois. Là, le post le plus simple, c'est de mettre une photo directement. Comme sur LinkedIn, vous avez la possibilité de faire des carousels photos et donc de faire défiler plusieurs photos. Les réels, donc là, c'est le format vidéo de Instagram. Vous allez mettre des vidéos verticales qui durent au maximum 90 secondes. Et en fait, Instagram booste vachement les profils qui utilisent ce type de contenu. Donc c'est de loin avec ça que vous allez avoir le plus de portée sur vos posts. Donc vous avez 2 moyens de le faire, de monter votre vidéo directement sur LinkedIn. Soit vous pouvez Sur Instagram. reprendre... Oui, pardon, sur Instagram. C'était parce qu'on parle de deux en même temps. Donc soit vous prenez un template qui est déjà existant. Donc là, c'est la première capture d'écran sur la gauche, où en fait, vous voyez que vous avez déjà des clips avec C'est quoi, c'est un petit habillage qui est déjà embarqué dans le non, c'est montage? c'est le temps. Ah, Vous ok. avez déjà des clips en fonction du niveau de temps pour que ça colle bien à la musique. Et en fait, vous mettez juste vos rushs que vous prenez dans votre galerie. Et donc, c'est plus simple parce que vous n'avez pas à faire en sorte que tout... automatiquement, en fait, la musique va coller avec votre montage. Ce qui est super, parce que quand vous commencez avec vos rushs et que vous voulez mettre une musique dessus, et que ça colle bien et que ça rythme bien, je trouve que c'est vachement mieux. Ça a un rendu beaucoup plus qualitatif. C'est un vrai travail de montage derrière. Donc là, on fait un peu le travail à l'envers normalement. On commence par les images et on met du son dessus. Quoique, on peut voir les choses dans les deux sens. Mais là, vous allez commencer par la musique et puis vous allez insérer vos rushs dessus et ça va vous faciliter la vie et ça vous fera quand même un truc qui est assez quali. Et sinon, l'option 2 qui prend un tout petit peu plus de temps, c'est de partir de zéro directement. Et du coup, là, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous coupez tel plan et vous pouvez changer l'ordre aussi, c'est assez maniable. Et ensuite, comme un post normal, vous pouvez rajouter votre description, mentionner des personnes et choisir une photo de couverture aussi qui apparaîtra donc, dans votre feed avec tous vos autres posts. Soit un moment de la vidéo, soit une photo de votre galerie qui n'apparaît pas du tout dans la vidéo, mais que vous associez à la vidéo. Et pour les musiques, vous pouvez accéder aux sons les plus populaires. Donc, ça peut être utile aussi de démarrer par ça directement quand vous créez votre vidéo, de commencer par réfléchir à la musique en vous disant que cette musique, ça, elle il te plaît propose bien. le modèle qui est adapté à la musique que tu as choisie. Ouais, tu peux avoir ça aussi. Et dernier format sur Instagram, c'est les stories. Là, 2 statistiques intéressantes. La première, c'est que plus d'un demi-milliard de personnes consomment chaque jour des stories sur Instagram. Et 33% des stories les plus regardées proviennent des marques. Donc ça veut dire que les utilisateurs ne regardent pas forcément que
des profils personnels, ils regardent aussi les profils des marques. Et en fait, les stories, c'est la première chose sur laquelle vous allez tomber quand vous allez ouvrir l'application. Vous les voyez, hein, sont en haut, donc forcément, ça attire l'œil, on a envie de cliquer. Et en fait, on se rend compte que plus ça va, plus les utilisateurs vont d'abord aller voir les stories et pas forcément scroller pour aller voir les posts. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce format-là. Ça peut être soit pour montrer les coulisses de votre entreprise, montrer un peu ce que vous faites, ou alors même repartager vos posts que vous publiez En story, comme ça, vous êtes sûr que les gens vont les voir. Ouais, c'est ça. Comme ça, ils cliquent dessus et puis ils peuvent y accéder de cette manière-là. Et vous pouvez aussi profiter des stories pour booster un peu l'engagement de vos comptes. Vous avez plein de petites options pour faire des sondages, par exemple, ou avec des petites jauges, ou pour poser des questions, des boîtes à idées, plein d'options disponibles. Donc, vous pouvez les utiliser. Brander ces stories. Donc, Phrase imbitable en anglais, désolé. T'es pas dans notre charte éditoriale, ça, normalement. non, On a fait un petit dérapage, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence visuelle entre toutes vos stories. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y aller jusqu'à avoir une charte graphique et un truc hyper chiadé, mais faire en sorte de, par exemple, choisir 2 typos parmi les 9 disponibles, de choisir des couleurs, à pas faire un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez même prendre les couleurs de votre charte graphique. Vous avez une pipette, vous pouvez aller les récupérer si vous voulez les utiliser dans votre texte, par exemple, sur une image. Donc c'est là que vous avez aussi toutes les options des gifs, de la musique, des hashtags, des mentions des personnes. Et donc ça, c'est dans Instagram, dans l'application, mais c'est aussi possible de faire des stories dans des applications, dans des tierces. Par exemple, Canva a pas mal de templates disponibles pour les stories, donc ça peut vous inspirer si vous voulez faire un truc un peu plus carré et un peu plus travaillé. Mais c'est bien d'alterner entre les deux, de pas faire que des stories hyper travaillées, parce que du coup, on perd un peu l'authenticité des stories, et c'est un peu l'idée de ce format à la base. Mais si vous êtes nombreux à publier un petit cadre, ça fait pas de mal. Ouais. En tant que responsable des publications, vous allez dormir un peu plus tranquillement. Vos stories, ensuite, vous pouvez les catégoriser dans des stories à la une, donc créer des catégories. Parce que comme les stories, ça a une durée de vie de 24 heures, là, ça vous permet un peu de pérenniser un peu ce format-là et de créer des stories, par exemple, sur vos événements, sur vos réalisations, sur vos travaux en cours. Ça fait un petit menu, ouais, comme dans un site. Et vous pouvez personnaliser l'image qui apparaît, l'image à la une de votre story. Donc, si vous avez des formats que vous utilisez en particulier sur Insta, vous allez pouvoir nous les partager. Et puis, on va avancer parce que l'heure tourne. Ouais. On savait qu'il était dense. Hein. Vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis, comme on parle des 2 réseaux sociaux à la fois. Du coup, notre 3e partie, c'était comment s'organiser pour tenir ses objectifs et rester régulier. Donc, on avait quelques conseils à vous partager. Le premier, ça va être de créer un calendrier éditorial. Donc, en fait, tout simplement, c'est un planning de vos publications à venir. Donc, ça peut être sur les semaines à venir, sur le mois, sur le trimestre, sur l'année parfois même. Ouais, c'est adaptable comme vous le souhaitez. Et donc, vous allez pouvoir dire quand est-ce que vous publiez, quel jour. Vous allez pouvoir jauger un peu la fréquence en construisant votre calendrier. Est-ce que j'ai assez de contenu pour publier toutes les semaines, ou est-ce que ça vaut plus le coup d'augmenter un petit peu le temps entre chaque post. C'est quoi votre type de contenu, sur quel réseau social, qui c'est qui écrit, qui c'est qui poste. Parce qu'en fait, petite parenthèse, Emma, tu me disais que la régularité, elle est hyper importante et elle va être vraiment récompensée. Et du coup, quand vous êtes irrégulier, c'est pénalisé. Donc, c'est important d'avoir ce calendrier éditorial pour éviter de vous dire, vous publiez toutes les semaines pendant 6 mois et après, trou d'air, plus rien. Donc, il vaut mieux, le calendrier éditorial va vous donner de la visibilité pour répartir cette matière. Même si là, maintenant, si on écrit un calendrier éditorial pour 12 mois, j'ai peut-être pas avec certitude les idées de ce que je vais publier en juillet. Mais il y a peut-être déjà des temps forts que je vais inscrire dedans. Et après, je vais remplir les trous sur les moments où... Pour l'instant, j'ai rien de prévu. Ouais, justement, j'allais y venir. Ça vous permet de bien anticiper votre rédaction, parce que vous voyez tout ce que vous allez devoir rédiger, donc vous dire j'ai ça à rédiger pour telle date.
Et de, ouais, comme tu dis, de laisser des trous pour les contenus chauds et de, si jamais j'ai un événement qui arrive qui n'était pas prévu, de pouvoir le rajouter au dernier moment. C'est un outil vraiment modulable. Vous n'allez pas pouvoir, en janvier, dire j'écris tout mon calendrier de l'année, j'écris tous mes posts de l'année, je programme. Et après, c'est bon, on n'en parle plus pendant un an. C'est vraiment un outil qui est là pour vous aider à vous organiser et que vous allez utiliser en fait tout au long de Les l'année. semaines, ouais. Surtout si vous êtes plusieurs, c'est encore plus important si vous êtes plusieurs à rédiger pour savoir qui fait quoi à quel moment. Donc Emma, elle est la gardienne de notre calendrier éditorial. Parfois, on a des idées, elle dit ah, pas de cette semaine. Voilà, donc c'est bien. Il faut prioriser des fois. La deuxième chose, c'est de ne pas chercher à être partout. C'est vrai qu'on peut avoir cet objectif de se dire je veux avoir un maximum de visibilité, donc je vais aller sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, enfin sur X du coup maintenant, sur Pinterest, sur tous les réseaux sociaux. Mais en fait, si vous pouvez avoir la motivation au début, mais si vous vous éparpillez trop, en fait, vous allez juste pas réussir à être régulier et abandonner certains comptes et ça serait dommage. Donc concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour votre entreprise. Par où est-ce que vos clients vous contactent et sur quelle plateforme est-ce que votre clientèle elle est. Ouais, nous, on a lâché Facebook, par exemple, Ouais, depuis un certain temps. On a lâché Facebook, on a lâché X aussi, Twitter. Exactement. On n'a plus que LinkedIn et Instagram en Ouais. fait. Ensuite, dès qu'une idée vous vient, pensez à la noter et à centraliser toutes vos idées au même endroit. Donc ça va vous permettre de créer un petit stock d'idées pour ne pas oublier et avoir toujours de l'inspiration. Parce que des fois, on va se mettre devant son ordi, se dire « Ok, là, j'écris mon post. » Rien. Mais ouais. On n'est pas toujours inspiré, donc pouvoir aller voir un petit peu ces idées-là, ça va vous aider. Vous n'allez pas forcément tout utiliser. Il y a des idées qui, vous allez vous rendre compte qui ne sont pas si terribles. Pourquoi j'avais écrit ça Mais ça vous aidera en fait à éviter l'angoisse de la page blanche. Et derrière chaque idée, précisez, détaillez un peu votre idée, écrivez pas juste un mot-clé. Si vous vous en souvenez là, maintenant, vous risquez de ne peut-être plus vous en souvenir plus tard, ou en tout cas pas, ça sera plus aussi frais dans votre esprit. Donc, expliquez ça. Ensuite, vous pouvez recycler votre contenu. Donc, par exemple, si vous écrivez des articles de blog, vous prenez le chapitre 1, vous faites un post, chapitre 2, un autre post. Si vous enregistrez un podcast, vous pouvez diffuser un extrait d'un moment clé, d'un témoignage, par exemple. Vous pouvez faire un carrousel avec des citations du podcast. Vous pouvez faire les coulisses du podcast en vidéo, en photo. Vous pouvez avoir la retranscription automatique en article. Donc c'est... Ouais, vous avez plein de possibilités différentes. Et ça peut aussi être, sans reprendre le même contenu, de vous inspirer d'un sujet qui a bien marché, mais de le traiter sous un autre angle. Pour ne pas prendre exactement la même chose, mais vous voyez que le sujet il a plu, donc vous pouvez le réexploiter et vous repartez pas de zéro à chaque fois. En 5e point, bloquez-vous des créneaux dans votre agenda pour créer votre contenu en avance, voire le programmer aussi. Parce que si vous vous dites, je vais écrire un post quand j'aurai 5 minutes de disponible entre 2 réunions, là j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses plus importantes dans ma to-do, vous n'allez pas forcément prendre le temps, parce qu'en fait vous aurez toujours des choses plus importantes à faire dans votre to-do. Donc l'écriture pour les réseaux sociaux, sauf si vous êtes community manager, là... C'est un peu la base de votre fiche de poste. C'est ça. Mais sinon, prenez le temps de vous bloquer un créneau et de vous dire, là, c'est pour moi, c'est pour ma rédaction, je me pollue pas l'esprit avec d'autres choses. Ça vous aidera à garder le rythme et à respecter votre planning. Vous pouvez même, moi, en tout cas, à titre personnel, je trouve que ça marche bien. J'ai pas forcément un créneau dans mon agenda, c'est pas tous les mardis de midi à 12h30, hein, mais je sais qu'une fois par semaine, je vais me poser dessus. Et ça marche bien aussi parce qu'il faut quand même se mettre dedans et se concentrer et se mettre en mode écriture, surtout si on n'écrit pas forcément toute la journée. Et ça peut être bien de se dire, allez, j'en écris 2-3 d'un coup. Et comme ça vous fait un petit stock aussi. Et cette bulle de concentration, vous l'avez utilisée. Puis après, vous avez peut-être des semaines chargées derrière, ou j'en sais rien, même si vous les publiez pendant que vous êtes en vacances, toute cette matière, elle est préparée et je trouve que ça marche bien aussi. Ouais, c'est ça. Vous allez gagner du temps à prendre ce temps et à écrire plusieurs en même temps que de le faire à chaque fois et de prendre... Il faut que je me remette dedans. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comment j'écris mon amorce. Donc je trouve que une petite série comme ça de posts, ça peut être pas mal. C'est ça. Et la dernière chose, c'est de créer en avance vos templates.
Donc nous, par exemple, on a en haut, c'est nos templates pour les invitations à nos petits déj et en dessous pour nos podcasts. Et en fait, on repart pas à zéro à chaque fois. On a plusieurs typologies de posts, puis on les met à jour avec les photos, les sujets, les dates, les thèmes. Mais du coup, ça fait que vous allez prendre de temps une fois pour créer votre template et voir en réutiliser un qui existe déjà si vous préférez et si ça vous inspire pas. Et ensuite, vous aurez juste à l'adapter à chaque fois. Les outils maintenant, bon, on va aller vite. Hein. De toute façon, il y a pas mal d'outils dont on vous a déjà parlé. Alors, un calendrier éditorial, vous allez pouvoir le travailler sur Notion, par exemple. Il y a des templates tout faits de calendriers éditoriaux, donc vous n'allez pas à vous prendre la tête et vous allez pouvoir le personnaliser, rajouter vos catégories. Et comme toujours dans Notion, vous avez la vision comme ça en liste étape par étape. Et avec les mêmes données, vous pouvez switcher en version calendrier. Donc, super utile. Ouais. Exactement. Outils gratuits. On aime bien les outils gratuits à l'agence. C'est bien pour vous aussi parce que vous faire des petits déj où on vous demande d'acheter plein de trucs, c'est pas forcément intéressant pour vous. On est maqué avec personne d'ailleurs en termes d'outils. Vous pouvez aussi le faire sur un Excel ou je dirais plutôt dans ce cas-là un Google Sheet. Comme ça, c'est collaboratif. Je trouve que c'est mieux. Mais Notion, super bien. Et si on a un replay qui vous présente tout l'outil Notion, si ça vous intéresse. Ensuite, pour trouver des idées de contenu, je suis étonnée, personne ne nous en a parlé pour l'instant. Ouais, c'est vrai. ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, par exemple. On peut l'utiliser. On va vous dire, nous, comment on trouve que c'est intéressant de l'utiliser. On ne lui demande pas d'écrire nos posts. Donc, les posts que vous voyez de concept image ou des posts qu'on peut faire pour des clients ne sont pas écrits avec une IA. On lui a demandé de nous écrire un post pour une journée qu'on a passée ensemble, une journée d'équipe. C'était une espèce de roman lyrique sur « C'était incroyable cette journée avec tous ses collaborateurs en pleine nature. » C'était n'importe quoi. Alors après, on peut lui dire « Réécris-moi ça en version courte, pas plus de 5 lignes, de façon plus factuelle. » Mais honnêtement, d'ailleurs, pas mal de créateurs de contenu le disent, on le voit de plus en plus, on repère les contenus qui sont écrits par des IA. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser comme un outil de brainstorm. Quelle amorce pour parler de tel sujet ? Tiens, vous voulez parler, j'en sais rien moi, vous voulez parler de comment bien sécuriser son site web, j'ai n'importe quoi. Ça serait quoi les 5 grandes pratiques, les 5 grandes... les 5 erreurs les plus fréquentes de mots de passe, voilà. Je dis n'importe quoi. Hein. Normalement, ce contenu, vous l'avez parce que vous allez apporter une expertise. Mais ça peut vous redonner un peu des idées, des grandes idées qui vont vous permettre de vous lancer dans la rédaction. Et puis, ça peut être de la reformulation. Vous avez écrit une phrase que vous trouvez un peu alambiquée et longue. Vous n'arrivez pas à simplifier parce que vous êtes le nez dans le guidon. Le collègue d'à côté n'est pas là pour relire. Vous envoyez votre phrase à ChatGPT, vous dites reformule-moi ça en plus simple et... il vous le fait direct. Donc, ça peut quand même bien vous aider. Ouais. Et par rapport au texte qui va vous générer, donc nous, par exemple, notre pavé... un truc imbitable. Ça peut vous servir aussi pour récupérer des idées et pour vous dire, là, il a pensé à ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça ? Ou juste vous aider à ne pas partir de zéro. Vous avez déjà votre texte, ça vous aide à avoir un peu une base que vous challengez. Donc, vous allez récupérer quelques petites bribes, quelques parties, parce que là, l'idée, elle est bonne. Ça peut vous aider un peu à garder cette dynamique et à... Vous vous sentez moins seul en fait. Ouais, vous êtes avec un robot, mais c'est votre assistant. Vous vous sentez moins seul quand même. Ensuite, pour créer des visuels, on en a parlé. Sur Canva, il y a plein de modèles et sur tous les types de contenus, comme vous pouvez le voir. Et il y a une version gratuite et en version payante, vous avez accès à plus de modèles. Pour trouver des hashtags pertinents, il y a une plateforme. Vous aurez tous les liens parce que là, on défile à fond, mais vous aurez tous les liens qui vous renvoient vers les outils à chaque fois. Il y a All Hashtag, vous mettez un mot-clé et il vous génère des hashtags connexes. Donc, ça peut être intéressant. Également, pour raccourcir des liens, vous avez Bitly ainsi que Short URL. Donc, vous copiez votre URL et vous le génère en plus court. Ça évite de moins polluer visuellement aussi votre post. Et puis, pour publier et programmer des posts, on en parlait tout à l'heure, Perfect Post sur LinkedIn, ainsi que Hootsuite, qui vous permet de publier et programmer des posts. Alors maintenant, dans chaque plateforme en natif, on peut programmer ses posts, donc ça a un petit peu moins de valeur que ça en avait auparavant. En revanche, c'est un truc super intéressant, c'est que ça vous fait des statistiques consolidées. Là où si vous voulez regarder tout votre engagement sur LinkedIn, il faut les regarder un par un. Donc ça fait un peu du temps perdu pour faire des reportings pas forcément intéressants. 10h29 et on arrive à la conclusion. Yes!
J'espère que ça vous motive. Et puis, je trouve que c'est bien de ressortir aussi avec de ces petits déj-là, avec un peu une action, une prochaine étape. Donc, peut-être prenez une minute pour réfléchir à ça va être quoi votre prochaine publication. Sur quoi est-ce que vous avez envie de bosser? Soit un nouveau format, ou peut-être vous avez déjà eu une idée de sujet que vous avez envie de travailler sur Instagram et LinkedIn. Et puis, on a fait la conclusion, mais après, on a notre petite page de pub. Pour les habitués, vous connaissez. D'abord, c'est la pub pour nos prochains petits déj. Donc là, vous avez les 3 prochaines dates de l'année que je ne lis pas d'ici. Ça tombe bien parce que j'en anime certains en plus. On va parler des ateliers collaboratifs. Ça va être la prochaine date avec Elisa. Si vous en animez dans votre boîte, ça peut vraiment être intéressant. On va parler de sécurité de son site internet, comment faire plaisir à mon DSI. Et puis la stratégie et charte éditoriale dont on vous parlait tout à l'heure pour clôturer l'année avec Emma. On a un autre sujet dont on voulait vous parler avant de vous quitter, c'est qu'on est en train de mener des tests utilisateurs pour un de nos clients. Donc c'est un client qui travaille dans l'assurance, qui a développé une nouvelle application mobile et qui veut tester cette application avec des vrais utilisateurs pour voir ce qui marche pas, challenger l'ergonomie, aussi le vocabulaire qu'on va trouver sur cette plateforme pour vraiment l'améliorer. Et pour ça, on a besoin de testeurs. Donc, c'est assez intéressant aussi. Moi, j'aime bien être côté testeur aussi. Participer à une session de test. Vous venez à l'agence, c'est sur 3 quarts d'heure, 1 heure. Et puis, vous allez devoir naviguer sur l'interface. Et puis, on va voir comment vous vous en sortez. Et vous vous en sortirez très bien. Puis, si vous en sortez pas bien, c'est très intéressant aussi pour nous. Et voilà, vous n'avez besoin de rien préparer. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître, pas vous y connaître. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir contracté un prêt immobilier. C'est tout ce qui est important. Et vous aurez, vu que vous prenez le temps de venir à l'agence, un bon d'achat de 50 €. Donc on va, si ça vous intéresse, même par curiosité d'avoir vu à quoi ça ressemble, vous pouvez sur notre page LinkedIn vous inscrire à notre page et puis vous verrez quand on va lancer la session de recrutement, ça arrive très prochainement. Pour l'instant, le formulaire, il n'est pas créé, mais ou alors sinon, vous m'envoyez un mail si ça vous intéresse et puis je... Voilà, vous avez déjà les coordonnées d'Emma et c'est elle qui chapeaute ces tests utilisateurs, donc c'est nickel. Et même si vous avez déjà participé à des tests utilisateurs pour nous par le passé, vous êtes les bienvenus. Revenez on vous accueillera avec grand plaisir. Vous avez toutes nos ressources, les replays des webinaires sur notre chaîne YouTube. On a aussi un podcast de la com et des chouquettes. Donc si vous voulez nous écouter au bureau, dans la voiture, en cuisinant, en faisant votre sport, possible aussi. Notre page LinkedIn et puis des articles de blog en complément. Et puis, si vous avez passé un bon moment, alors on nous pose la question quand est-ce que le replay sera accessible. Alors il est tout de suite disponible sur Twitch et par contre il reste pas indéfiniment sur Twitch. Twitch l'efface au bout de combien de temps? Je sais pas. 7 jours je crois. 7 jours probablement. Mais après on le publiera sur notre page YouTube. Donc, et vous avez déjà l'accès à tous nos replays sur la page YouTube. Et si vous avez passé un bon moment, ça serait trop sympa si vous nous laissiez un avis sur Google My Business. On va vous envoyer le lien dans le chat. Juste des étoiles ou nous déposer aussi un avis pour nous dire ce que vous en avez pensé. C'est très bon pour notre référencement naturel, donc ça nous aide vraiment. Et je vous invite aussi à entamer cette démarche avec votre client parce que ça sera bon aussi pour votre compte Google My Business. Et pour ceux qui n'ont pas le lien, vous tapez... je vais l'envoyer, Emma, si tu veux. Tu me l'envoies par messagerie. Vous tapez concept image sur Google. Vous avez le module Google My Business qui arrive sur votre droite et vous allez pouvoir cliquer sur laisser un avis. On vous a dit, quand on veut un truc, il faut le demander. Donc, on se permet de le faire. Et c'est un vrai coup de pouce pour nous. Et puis, vos retours aussi sont importants pour nous aider à progresser. S'il y a des idées de sujets qui vous plairaient, on va bientôt sortir. Vous savez, tous les ans en janvier, on sort le calendrier de tous les petits déj de l'année. Donc, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez des besoins, que vous avez envie qu'on creuse, n'hésitez pas aussi. Vous pouvez les envoyer directement à Emma. De toute façon, on fait ça pour vous, donc faut que ça vous apporte de la valeur. Et donc, je vous ai envoyé le lien sur le chat. Hop. Un grand merci par avance. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a donné
envie de travailler vos contenus. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.